BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 22, c'est donc Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui est avec nous. Bonjour Madame la ministre, bonjour. Merci beaucoup d'être venue nous voir sur BFM Business. Alors beaucoup de sujets à aborder avec vous, la rentrée universitaire qui se rapproche, des universités françaises qui gagnent des points pour certaines d'entre elles dans le classement Shanghai qui est paru aux alentours du 15 août. On va en parler bien sûr dans un instant, mais d'abord réaction avec la ministre de la Recherche et de l'Innovation que vous êtes à ce qui se passe du côté de la franco-autrichienne Valneva. On n'a pas beaucoup de détails sur les raisons pour lesquelles le gouvernement britannique résilie son contrat, mais on voit cette réaction en bourse qui est extrêmement brutale ce matin. Qu'est-ce que ça dit pour vous du modèle économique de ces biotech françaises ou étrangères finalement, qui sont soumis aux aléas de la recherche finalement? C'est aussi ça, l'aléa finalement. Oui, alors bon, évidemment, je n'ai pas de commentaire à faire sur la décision du gouvernement britannique. Ce qui est sûr, c'est que les discussions sont encore en cours avec l'Union européenne. Et puis, oui, vous avez raison. En fait, ça interroge le système de biotech qui, par définition, est un système où on prend les risques. Et donc, il faut comprendre que quand on veut innover, en réalité, on ne peut pas espérer réussir à tous les coups. Donc, c'est important qu'on soutienne le risque et qu'on permette aux entreprises de rebondir. Et je crois que c'est toujours ce qu'il faut faire. Dans les biotech, évidemment, les investissements sont énormes. Le temps aussi est un temps en général beaucoup plus long que dans les secteurs du numérique, par exemple. Donc voilà, c'est tout l'idée d'accompagner la R&D. Un écosystème à renforcer en France que l'État, les pouvoirs publics peuvent soutenir, évidemment. Absolument, et on l'a fait d'ailleurs dans le cadre du plan de relance, avec le soutien à la R&D, notamment dans cette période compliquée où on sait que on peut avoir une tentation de la part de certains de laisser tomber l'investissement dans la recherche et le développement. C'est plus de 300 millions d'euros, c'est plus de 2000 emplois qui sont préservés, avec une prise en charge par l'État pour accompagner justement le maintien de ces compétences de R&D dans les entreprises. Il y a comme un sujet d'un mot, et puis on passe à la suite bien sûr, autour du fait que Valneva avait davantage travaillé avec les Britanniques, peut-être. Il y a peut-être eu un peu de rancœur du côté de Valneva de ne pas avoir été soutenu peut-être un peu plus vers l'Union européenne, par la France notamment. Comment vous regardez ça on continue à soutenir des biotech, que ce soit Os Therapeutics, Osivax, et puis au niveau de la recherche fondamentale, on a beaucoup soutenu VRI, l'idée d'avoir une autre façon finalement de générer une réponse immunitaire. Et puis on est aussi très attentif à ce qui se passe entre INRAE et l'Université de Tours avec ce vaccin par spray nasal qui pourrait évidemment être extrêmement important. Donc c'est vraiment le passage des découvertes fondamentales jusqu'au marché, qui sont accompagnés par de très nombreux acteurs, dont BPI. BPI est un actionnaire de Valneva. Donc, on attend bien sûr. On essaye de soutenir toute la chaîne de valeur. Et on attend d'en savoir un peu plus évidemment sur les tenants aboutissants de ce dossier. Rentrée universitaire qui va démarrer là dans le gros, en tout cas dans quelques jours. Elle sera normale ou quasiment normale cette rentrée, Madame Vidal? Bien, écoutez, j'ai déjà eu l'occasion d'aller visiter une petite dizaine d'universités, justement pour être au plus près du terrain, voir comment ça s'organise, comment ça se passe. Les pré-rentrées ont eu lieu, ça se passe plutôt bien. Le taux de vaccination des étudiants est excellent. On atteint à certains endroits plus de 92% d'étudiants vaccinés. La moyenne, c'est à peu près 86% qui sont dans un schéma vaccinal. Le fait qu'on ait installé la possibilité de se faire vacciner sur les campus, c'est très important, notamment pour les étudiants internationaux. Et puis, ce qui fait plaisir, c'est de voir le bonheur qu'ont les enseignants et les étudiants à se retrouver. On se rend compte de plus en plus, et on s'en est rendu compte grâce à cette crise, que étudier, c'est pas seulement prendre des cours. Les cours ont eu lieu à distance, mais c'est aussi toute la vie étudiante, la vie universitaire qu'il y a autour, qui est essentielle. La vie va reprendre dans ces universités qui, alors c'est aussi l'objet de nos discussions aujourd'hui, a vu certaines universités françaises gagner des points dans ce classement de Shanghai qu'on scrute tous les ans, qui recense, qui classe tous les ans les 1000 plus grandes universités en fonction de leur performance. Alors les anglo-saxons sont toujours évidemment omniprésents aux premières places, et puis on voit Saclay par exemple qui grappille une place, qui est 13e, on voit la Sorbonne qui était 39e, qui passe à 35. Il y a d'autres entreprises, cela dit, qui stagnent ou qui reculent, mais qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? 3 universités françaises dans le top 100, c'est beaucoup, ça devrait être beaucoup plus. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, aujourd'hui, finalement? Alors, d'abord, je pense qu'il faut rappeler effectivement que le classement de Shanghai est l'un des classements parmi les autres. Il classe à peu près 1 millier d'universités sur
un peu plus de 22 000 universités dans le monde. Oui. Donc déjà apparaître dans le classement de Shanghai, c'est déjà faire partie des tout meilleurs. Ce classement, il permet à la France d'être aujourd'hui 3e au niveau international, 1er au niveau européen. Hein, parce que la France s'est située juste après les États-Unis et le Royaume-Uni. On était 6e il y a 4 ans. Donc globalement, ça veut dire que les universités françaises ont progressé. Premier sur les maths, notamment. On est premier au monde sur les mathématiques. On est dans les tout premiers au monde en océanographie, en écologie. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est que c'est aussi une façon de se faire connaître à l'international. Et ce qu'on voit aussi, et c'est ça qui est passionnant, c'est de plus en plus de jeunes de tous les pays qui veulent venir faire leur doctorat dans les universités françaises. Et ça, c'est très important pour l'attractivité. Et puis, c'est aussi des jeunes qui auraient pu être tentés par une expérience à l'international. Alors, c'est toujours valorisant, hein, une expérience à l'international. Mais c'est bien aussi qu'on puisse garder et faire revenir nos talents. Il y a effectivement des universités qui progressent, d'autres qui reculent un petit peu, qui stagnent. Alors ce classement, il est basé notamment sur la part des publications mondiales émanant de personnes ayant fréquenté ces universités. Je crois que c'est le magazine Nature qui disait récemment la baisse, il y a une baisse sensible quand même du nombre de publications de la part de la France dans les revues scientifiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Est-ce que vous regardez aussi, certains disent, regardez effectivement le fait que la recherche publique française est moins investie, notamment à l'occasion de cette pandémie. Comment est-ce que vous regardez ça finalement? Alors, je crois que d'abord ce qui est important, c'est vraiment le qualitatif plus que le quantitatif. On ne l'a pas suffisamment dit, mais pendant cette crise Covid, parmi les 10 publications au monde les plus citées, il y en avait 2 françaises. Et finalement, évidemment, publier, c'est important, mais c'est surtout que l'ensemble de la communauté scientifique puisse s'appuyer sur ces publications, qui est important. C'est ça qui fait progresser la science. C'est pour ça que moi, je porte vraiment, au niveau français et européen, un dispositif de science ouverte, la possibilité aussi de partager très largement ce qui a marché comme ce qui n'a pas marché. Après, c'est vrai que la recherche française souffrait d'un sous-investissement depuis des dizaines d'années. Étayé par de nombreux rapports, hein, Cour des comptes, Sénat, etc. C'était vraiment toute l'idée d'être capable de porter sur le plan de relance plus de 7 milliards d'investissements sur la recherche et sur la loi pour la recherche, c'est-à-dire avec une visibilité dont la recherche a besoin, plus de 25 milliards sur 10 ans. C'était tout l'objectif, c'était de réarmer notre recherche. Et ça, c'est pour la recherche globale, dans sa globalité. Puis après, il y a des plans spécifiques qui ont été annoncés sur le quantique, sur l'intelligence artificielle, sur les questions de santé notamment, sur lesquelles on pourra aussi avoir des investissements supplémentaires. On est en train de réarmer finalement financièrement notre recherche. On ne peut pas savoir à l'avance quelle recherche va donner finalement une application. Mais c'est pas ça l'intérêt de la recherche. Certains disent d'ores et déjà les budgets alloués à cette loi de programmation sur la recherche sont insuffisants pour rattraper, pour réarmer la France. Oui, alors j'entends bien que évidemment si on donne plus, je ne doute pas que les chercheurs sauront se saisir des opportunités. On n'a jamais autant investi en réalité depuis la Deuxième Guerre mondiale sur la recherche. Donc voilà, je suis très fière que ce soit ce gouvernement qui ait porté cette confiance dans l'avenir. C'est très compliqué finalement de dire aux gens, on vous donne de l'argent non pas pour un sujet précis, mais pour que vous puissiez produire de la connaissance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et amorcer effectivement ce réarmement avec toujours l'idée de multiplier les partenariats entre le public et le privé. Ça aussi, évidemment, ça reste... Alors, à la fois, évidemment, sur cette question de transfert, et c'est pour ça que c'est très important que la partie innovation soit ancrée autant dans mon ministère que sur le ministère de l'économie, parce qu'on est très bon en recherche fondamentale. On a plus de mal à amener les connaissances vers le marché. Et donc, c'est cette chaîne-là qu'il faut qu'on renforce. Et en fait, en réalité, c'est plutôt un cercle vertueux, puisque les entreprises peuvent aussi réinterroger des questions fondamentales. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. C'est de plus en plus le cas. Il faut qu'on continue à porter et à soutenir ça. Et puis, on a aussi, bien sûr, dans les universités, la question de la formation adossée à la recherche. Et d'où aussi l'importance de travailler là aussi avec les territoires, avec le monde socio-économique, pour savoir de quel type de formation il faut qu'on se dote pour inventer ces métiers de demain, finalement, dans le domaine de l'écologie, du développement durable, de l'énergie. Réarmer la recherche française et l'innovation. Voilà les nombreux défis, on pourra en parler pendant des heures et on en reparlera bien sûr. En attendant cette rentrée universitaire qui sera, nous dites-vous, vous nous confirmez-nous, la plus normale possible. Merci beaucoup Madame la Ministre. Merci de venir nous voir. Frédérique Vidal,
Avec nous aujourd'hui sur BFM Business, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci beaucoup madame d'être passée nous voir aujourd'hui.